Alors, merci Sarah, merci David. Je crois qu'on a beaucoup appris et je pense que c'est vraiment un domaine dont la pharmacie doit s'emparer aujourd'hui. Alors, on devait faire quelques minutes de pause, mais je vous propose d'enchaîner directement sur la conférence suivante et d'avancer un petit peu la pause donc, qui était prévue à 15h45. Et je vais du coup appeler sur scène Sébastien Delécluse. On va avec lui changer complètement de sujet. On va parler du rôle et place des ARS, rôle qui est pour certains pas très bien compris. Donc Sébastien est ancien conseiller formation, alors titre à rallonge, hein, ancien conseiller formation enseignement supérieur au cabinet du ministre de Santé d'Olivier Véran. Il a ensuite été nommé conseiller sanitaire et prévention auprès de la première ministre Elisabeth Borne et maintenant il occupe les fonctions de directeur général adjoint de l'ARS Normandie. Alors j'ai noté qu'il allait parler avec nous de l'enjeu d'accès aux soins, du mariage de la répartition territoriale des pharmacies d'officine, on en a déjà beaucoup parlé, on va continuer à en parler, des évolutions du métier et des nouvelles compétences, des évolutions toujours en cours, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans la salle, mais de la formation du 3e cycle, et bien sûr d'exemples locaux de l'ARS Normandie. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Michel, bonjour à tous. Monsieur le Président, cher Philippe, merci pour l'invitation. Et j'allais dire, en boutade régulière avec votre Président, j'ai le défi de vous faire appréhender et comprendre à quoi sert une ARS dans notre écosystème et comment, j'allais dire, c'est le levier et le rouage de proximité pour la co-construction de nos politiques publiques et puis des projets qu'on monte avec tous les professionnels de santé et nous concernant les pharmaciens sur la journée de votre congrès. J'ai prévu d'intervenir, j'allais dire, sur 3 grandes thématiques et puis de garder un temps de questions-réponses assez important, j'allais dire, pour creuser les points que vous voulez et puis voir les attentes de la profession. Je ferai quelques généralités sur chaque sujet et puis l'illustrer quelques exemples locaux normands. J'allais dire, je m'excuse, je ne pourrais pas être avec vous dès ce matin, donc il y a peut-être quelques sujets qui ont déjà été abordés sur la table ronde avec votre président et le directeur général de la CNAM. 2 mots sur les agences régionales de santé, même si je pense que chacun et chacune d'entre vous voit et a des contacts avec son ARS dans les territoires, mais globalement 4 grands champs d'action et 4 missions pour une ARS, les enjeux d'offre de soins, donc que ce soit pour les professionnels de santé libéraux en partenariat avec l'assurance maladie et sur des sujets où on est assez complémentaires, l'assurance maladie étant principalement, j'allais dire, sur des sujets de déclinaison des accords conventionnels, individuels et de rémunération, et là où on va se situer plus sur des projets territoriaux, du lien ville-hôpital et de l'accompagnement de la dynamique de projet. Et puis également sur cette partie offre de soins, tous les aspects hospitaliers. Un deuxième gros bloc au sein d'une agence plus éloignée, j'allais dire, du quotidien du pharmacien d'officine, quoique sur les enjeux autonomie, personnes âgées, personnes handicapées. Et puis les sujets prévention, promotion de la santé, j'en redirai 2 mots puisque vous êtes l'un des acteurs de proximité essentiels sur ce bloc-là. Et puis une mission, j'allais dire, qu'on qualifie par habitude de régalienne dans une agence, qui est notre mission de veille et de sécurité sanitaire. Donc bien évidemment sur le quotidien des signaux et puis également les situations sanitaires exceptionnelles. On en parlait avec votre président et la présidente de l'ordre en aparté. J'allais dire, vous savez tous qu'on termine une semaine de commémoration internationale sur la Normandie et donc on était particulièrement mobilisés sur un certain nombre de sujets et avec vos collègues pharmaciens de la région sur des sujets, j'allais dire, très pratico-pratiques, mais d'accessibilité dans les zones à circulation réservées aux pharmacies. Ça a beau être un détail, mais c'est le quotidien de chacun d'entre nous. Voilà en très macro, j'allais dire, sur les enjeux et ce que fait une agence. Et donc, je vous propose de balayer
Pardon. Tac. Je dois être dans le mauvais sens. Excusez-moi. Et donc, je vous propose de balayer les enjeux et les sujets avec un premier bloc sur l'accès aux soins. Ça a été, je pense, en partie évoqué ce matin. Et les cartes ne sont pas forcément de cette année, mais la tendance et le message sera toujours le même. J'allais dire sur la droite, on a les densités d'officines sur le territoire métropolitain et on a la chance d'avoir avec les pharmaciens d'officine la profession de santé qui a le meilleur maillage aujourd'hui et qui est le professionnel de santé de proximité de dernier recours, même s'il y a dans certains territoires des difficultés et des enjeux, on en redira deux mots, mais vous restez, j'allais dire, un des professionnels essentiels pour nous, puisque le réseau le plus fin qu'on a sur le territoire, et même, j'allais dire, sur la carte, si vous voyez l'hétérogénéité de la répartition, quand on regarde les écarts types, alors je suis désolé, je pense qu'on n'y voit pas grand-chose, des différentes couleurs, comparé à d'autres professions de santé, les écarts types restent quand même assez réduits. J'allais dire, oui, on a des écarts sur la répartition des pharmaciens, mais quand même un maillage très, très important, puisque... Sous votre contrôle, j'allais dire, on a 30% des officines qui sont dans des villes de moins de 5000 habitants sur le territoire, ce que malheureusement nous avons pour très peu de professions de santé, voire établissements. Dans les enjeux qui sont les nôtres avec vous, je dirais que sur la partie accès aux soins, on a bien évidemment le maintien de ce maillage et de votre accessibilité en proximité et donc le soutien qu'on peut apporter. J'ai compris que je crois que vous avez eu très récemment, hier soir, de ce que Philippe disait, le projet de décret sur les territoires fragiles qui sera un levier j'allais dire dans les prochains mois pour accompagner les officines les plus en difficulté et ou les plus petites pour lesquelles on a un enjeu et un impératif de maintien et donc l'esprit j'allais dire qui est derrière. On fait souvent cette comparaison pour expliquer ce type de dispositif et de se dire vous avez peut-être dans chacun de vos territoires des hôpitaux de proximité qui est une labellisation depuis 2018-2019 donc hôpitaux qui ont un enjeu de viabilité et d'équilibre médico-économique et donc l'État fait le choix d'avoir une dotation populationnelle pour ces établissements en disant ils sont impératifs pour le maillage du territoire donc ils font plus toute la palette d'activités hein, on les recentre sur certaines activités mais ils font notamment du premier recours sur un territoire et du lien ville-hôpital et ils sont plus uniquement financés à la T2A, je ne rentre pas dans la mécanique du circuit de financement, mais vient une dotation populationnelle pour les soutenir et équilibrer le modèle médico-économique. C'est un peu, je dirais, l'esprit de ce qui a été travaillé entre le ministère et vos représentants syndicaux sur ce sujet-là, de dire comment on peut soutenir les pharmacies d'officine dans les territoires où on a un impératif de maintien, puisqu'encore une fois, vous êtes le professionnel du dernier kilomètre. Et donc, je crois qu'on va être, j'allais dire, dans la dernière ligne droite de consultation du décret. Et puis ensuite, on s'attellera, puisque on a ce dispositif dit de zonage, j'allais dire, sur tous les autres professions de santé où ça a été prévu dans les conventions spécifiques des uns et des autres. Et donc le processus, j'allais dire, qui est le même à chaque fois. Hein. L'agence réunit les partenaires URPS, ordre, assurance maladie, pour définir à partir d'un certain nombre de critères qui vont être fixés dans le décret. Et puis, on a une certaine souplesse régionale pour adapter à des situations locales, à des projets d'évolution, à des projets d'urbanisme qu'une commune va mener. On a une certaine latitude, j'allais dire, d'appréciation des indicateurs locaux. Et donc, de concerter avec vous, la maille et la cartographie donnera ce zonage. Et puis ensuite...
on en parlait en aparté, j'allais dire, on veillera d'être souple et agile, puisqu'on a un processus de concertation, consultation assez long, où chaque conseil territorial de santé donne un avis, la conférence régionale de solidarité et de l'autonomie, et puis le directeur général de l'agence arrête le zonage qui permet d'avoir accès aux aides. Donc ça sera l'un des leviers, j'allais dire, des prochains mois et de l'année 2025 qu'on activera avec vous. On a aussi sur les sujets accès aux soins les leviers de développement de l'exercice coordonné, et bien souvent, j'allais dire, vous êtes des professionnels très engagés sur le territoire pour le développement des CPTS, des projets de MSP hors les murs, et on a souvent, j'allais dire, un pharmacien dans les équipes. Pour l'illustrer, en Normandie, mais appelé différemment, ça existe dans d'autres régions, on a une charte partenariale de l'accès aux soins qui réunit tous les partenaires et cofinanceurs possibles en région, de la préfecture de région, l'assurance maladie, l'ARS bien évidemment, la région, nos 5 départements, et puis les collectivités territoriales les plus importantes, les ordres et les URPS qui sont co-signataires de cette charte. Au-delà de se fixer quelques principes très généraux, la charte a surtout l'intérêt de se décliner dans chaque département en un comité organisationnel départemental, et c'est le comité qui voit chaque projet de santé pour accompagner les professionnels, le valider, et puis qui a aussi l'avantage de réunir les cofinanceurs, et donc ça permet, j'allais dire, qu'on soit synchrone et unis sur les projets qu'on cofinance, et qu'on évite des concurrences parfois mortifères, parfois au sein de l'État, hein, j'allais vous dire, entre la préfecture qui peut sur certains crédits financer un projet et l'ARS qui partirait sur un autre. Donc ça nous permet d'avoir cette unité territoriale aussi bien en porte d'entrée pour le professionnel et donc pour le pharmacien qui aurait un projet, ou d'accompagner, d'amplifier l'accompagnement sur l'ingénierie des projets de soins. Et puis un sujet également important sur l'accès aux soins, et je crois que c'était l'un des sujets qui a été évoqué dans la convention, hein, sur la garde et la permanence des soins, parce que j'ai tendance à dire que sur ce sujet-là, vous êtes aussi des professionnels de proximité mobilisés sur la permanence des soins. Vous savez que le gouvernement a pris l'engagement que pour l'été, on ait une couverture intégrale du territoire en service d'accès aux soins. Donc les fameux SAS qui sont la réunion entre, j'allais dire, nos SAMU et nos urgences, nos aides médicales urgences qu'on connaît depuis des années, et puis les professionnels libéraux, donc nos médecins généralistes, pour avoir une porte d'entrée unique dans le système de santé et qu'on ait la garantie d'apporter une réponse à chacun de nos concitoyens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc soit sur de l'urgence j'allais dire immédiate et plutôt hospitalière, soit sur de l'urgence soins non programmés et une réponse en ville. Et donc on aura l'un des enjeux, donc en Normandie depuis lundi, on a une couverture intégrale de la région. L'Orne était notre dernier département, et donc le SAS ornais est actif depuis lundi, et donc on a 6 SAS qui maillent la région. Et donc l'un des enjeux de 2025 sera, j'allais dire, la plénitude du service d'accès aux soins avec les autres professionnels, alors avec vous en premier lieu, avec les chirurgiens dentistes, et puis avec les acteurs de la psychiatrie, et notamment du 3114, du numéro national unique. Et puis derrière le SAS, j'allais dire, et je crois que c'est un sujet que la Fédération porte beaucoup, c'est le sujet également du bon usage, j'allais dire, au bon moment, parce qu'on est attaché à ce qui est des pharmaciens de garde et en permanence des soins, mais désolé de le dire comme ça, j'allais dire pour la bonne demande en plein milieu de la nuit. On a tous vécu, j'allais dire, même si je suis médecin de santé publique de formation, mais on a tous vécu, j'allais dire, la demande un peu ubuesque aux pharmaciens de garde, où on se demande pourquoi ça s'adresse à cette heure-là, et ça peut très bien attendre le lundi matin un horaire ouvrable. Donc ça sera aussi l'un des enjeux de dire comment on a le bon usage de chaque acteur du système de santé. C'était, j'allais dire, vous vous souvenez tous, hein, c'était ce que portait le ministre de la Santé, François Braun, dans la création des SAS, hein, en recentrant le métier de médecin urgentiste sur ce cœur de métier. Je dirais qu'on aura le même sujet avec vous, en disant quel est le bon usage de la permanence des soins et de la garde.
Donc voilà sur la palette des sujets accès aux soins et maillage, et puis on pourra développer et revenir sur certains points dans les questions-réponses si vous le souhaitez. Un deuxième bloc où les agences régionales de santé sont engagées à vos côtés va être le sujet développement des compétences et évolution du métier. Alors j'ai envie de dire, même si le cœur du métier, avec ce que je viens de dire, on y tient, j'allais dire, le cœur du métier de pharmacien d'officine est bien évidemment la dispensation de médicaments à nos concitoyens. On a eu des évolutions importantes ces dernières années, et on a un rôle du côté des ARS d'être le relais de la déclinaison de ces politiques publiques sur le territoire, et donc à vos côtés, j'allais dire, d'être force d'impulsion pour décliner ces évolutions. J'en citerai que quelques-unes, et ce ne sera pas du tout limitatif, mais j'allais dire, tout le monde sait, durant la crise sanitaire, le rôle que vous avez pu jouer, et j'allais dire, je profite de l'occasion là, encore une fois, pour vous remercier, parce que j'allais dire, sur les fonctions précédentes que j'ai eu à occuper, l'ordre et les syndicats de pharmaciens ont toujours répondu présent, j'allais dire, même dans les demandes et les coups de téléphone parfois un peu inhabituels, où on ne savait pas trop où on allait et où le champ des incertitudes était plus grand, j'allais dire, que la question qu'on posait au président des syndicats et à la présidente de l'ordre, mais vous avez toujours répondu présent, et ça a été très précieux. Et je dirais que voilà, on en a tiré le fil, puisque l'été dernier, on a enfin, j'allais dire, eu la publication des textes réglementaires sur l'élargissement des compétences sur la vaccination, puisque pendant le Covid, ça avait été une évolution, mais il fallait le passer dans le droit commun, et puis sur l'ensemble de la palette du schéma vaccinal, à quelques exceptions près, puisque si je ne m'abuse, pour le pharmacien, j'allais dire, ça doit être au-dessus de 11 ans, et pas pour les vaccins vivants pour les personnes immunodéprimées. Mais sinon, j'allais dire, vous avez une plénitude, une quasi-plénitude en tout cas de la vaccination, et donc vous êtes pour le coup des bons relais et des bons acteurs. On a une expérimentation en Normandie sur la vaccination HPV qui marche bien et qui va faire tache d'huile nationalement prochainement, puisque vous savez que l'an dernier, le président de la République avait annoncé une campagne en milieu scolaire pour les élèves sur la vaccination HPV. On avait un modèle un tout petit peu différent en Normandie, où la première dose se fait en milieu scolaire, donc avec nos centres de vaccination hospitaliers, et puis la Seine-Maritime a gardé, le département de Seine-Maritime a gardé la compétence vaccinale, et donc une petite spécificité sur ce territoire, mais en tout cas une première dose avec les centres de vaccination, et puis une deuxième dose avec les professionnels de ville, avec un accord assurance maladie, Ligue contre le cancer, ARS, pour qu'il n'y ait pas de reste à charge des familles sur cette deuxième dose qui se fait sur le réseau de ville. Et je dirais que voilà, le système est très soutenable avec cette organisation, permet d'avoir un bon ancrage avec les professionnels, que ce soit le médecin généraliste traitant, le pharmacien d'officine, l'infirmier comme acteur de proximité. Et donc ça fait 4 ans en Normandie qu'on a cette organisation-là. On a des chiffres, alors difficile de les comparer au moment où on se parle, puisque j'allais dire les autres territoires ont une année de recul là où on en a 4, mais à date on a 10 points de plus sur la vaccination des filles et des garçons sur la HPV comparé aux autres régions. Et donc pour la suite, j'allais dire, la liberté va être ouverte au territoire France entière de faire ce modèle de première dose en milieu scolaire, deuxième dose en réseau de ville, et en Normandie, les pharmaciens y répondent très, très, très volontiers, et j'allais dire les chiffres sont là, ça marche, et on a des taux de couverture vaccinaux plus élevés qu'ailleurs. On a également une évolution attendue qui a été annoncée, j'allais dire, l'été dernier par Elisabeth Borne, Première ministre, en Normandie, à Rouen, et je crois que les textes sont dans les tuyaux de publication et devraient être au journal officiel incessamment sous peu, sur la prescription d'antibiotiques angine et cystite. Là encore, où j'ai tendance à dire, c'est
une évolution attendue et bienvenue de par l'élargissement de votre spectre de compétences et puis de par votre réseau et votre proximité sur tout le territoire, où ça permettra de répondre à de nombreuses situations. Et je doute pas, j'allais dire, que vous serez au rendez-vous. Et puis, je le disais, dans les missions des agences, on a un gros bloc sur les politiques publiques de prévention et promotion de la santé. Donc je pourrais citer, vous l'avez peut-être fait ce matin, donc je ne vais pas être redondant, j'allais dire sur des programmes nationaux de type dépistage du cancer colorectal, ou pareil, vous êtes un acteur essentiel en proximité. Mais pour revenir sur des exemples très, très locaux, lors du Conseil national de la refondation en santé en Normandie, donc j'allais dire exercice que vous connaissez, qui a été mené France entière, de concertation et de co-construction avec les élus, les professionnels, les citoyens. Et donc en Normandie, en novembre 2022, ça a été mené à une maille des arrondissements, donc 17 arrondissements en Normandie, 1200 personnes réunies sur les 17, et puis dans les sujets, alors des sujets, j'allais dire, très locaux qui étaient évoqués, mais dans les sujets transversaux qui sont remontés de tous les territoires, deux sujets qui, je pense pour vous, en tant que professionnels de santé, vont pas être une surprise. Le côté difficulté à se repérer dans notre système de santé et à qui je m'adresse, avec parfois l'impression d'un millefeuille et d'une porte d'entrée pas simple, j'allais dire, pour nos concitoyens et pour le citoyen lambda. Et puis, un deuxième message sur, j'allais dire, une diminution, un manque de compagnonnage au sein des familles comparé à ce qu'on pouvait connaître il y a quelques décennies, et donc un accès, une sollicitation des urgences et des professionnels de ville du premier recours sur des signes et des symptômes du quotidien, j'allais dire banaux entre nous, qui n'ont pas de degré d'urgence, de signe d'alerte particulier. Et donc partant de ce constat, on s'est dit quel programme on arrive à construire et à proposer avec nos professionnels de santé. Et est né de ça le projet Réflexe Santé. Donc j'ai juste mis, j'allais dire, de petites photos en bas de la diapo, mais je vais vous l'expliquer. Donc l'idée était de se dire, on part de ce constat-là, on réunit nos deux universités et nos deux UFR santé de Caen et de Rouen, des représentants des professionnels, et puis j'allais dire quelques familles citoyens tests pour voir si on allait dans la bonne direction. Et donc a émergé ce projet régional Réflexe Santé avec deux volets. Un volet campagne de communication régionale sur le bon usage du système de santé, et principalement avec deux messages, j'allais dire le recours aux professionnels de santé de proximité, et puis l'appel au 15 en cas de symptômes et de difficultés particulières, et d'insister sur l'appel au 15 pour un simple conseil médical, ce qui n'est pas forcément culturel en France, à la différence de d'autres pays. Donc un message à porter et marteler. Et puis des symptômes du quotidien tournés sur les enfants. Et donc on en a identifié avec les deux universités et les départements de médecine générale de ces deux universités une douzaine. Et donc sur mon enfant a de la fièvre, mon enfant a une diarrhée, mon enfant s'est fait piquer, mon enfant a une insolation. Bref, je dirais des mots du quotidien que vous pouvez avoir au comptoir en sollicitation. Et donc à partir de là, des fiches que, comme vous avez en bas à droite, ont été élaborées avec pour chaque signe et situation d'appel la description, la caractérisation de ce que c'est, les symptômes et signes de gravité à surveiller, et puis les critères de gravité qui doivent amener à consulter médecin généraliste ou appel au 15. Donc ça, c'était le volet campagne, j'allais dire, de communication qui a été co-construite avec les professionnels, mais je dirais le côté innovant et le dernier kilomètre de ce dispositif était de se dire la campagne de communication ne suffit pas pour toutes les familles. On a, j'allais dire, des familles et des citoyens
éloignés de notre système de santé, et même si ces campagnes sont présentes chez nos professionnels de santé, dans les officines, on a des gens qui ne fréquentent pas régulièrement le système de santé, ou difficultés de la langue qui vont pas être très très accessibles. Et donc on a eu l'ambition, j'allais dire, d'avoir des séances dans les quartiers, notamment dans les quartiers politiques prioritaires de la ville, et donc de construire avec les collectivités territoriales, avec le réseau des CAF, et puis avec les professionnels de terrain, les professionnels de santé de terrain de proximité, de construire des ateliers, j'allais dire, où on faisait la présentation et la pédagogie des fiches. Et donc on a à peu près 3 à 4 ateliers par département normand, donc une petite vingtaine au moment où on se parle. C'est lancé depuis 2024, hein, donc on avance en marchant, et puis on va aussi faire une évaluation prochainement du dispositif, voir, j'allais dire, si au-delà du ressenti et de l'aspect quantitatif, on fait plutôt bonne route et on a des données probantes. Mais donc on a concrètement, dans une vingtaine de QPV de Normandie, des ateliers avec des familles, en général 10 à 15 personnes, identifiées bien souvent par les CCAS des collectivités, parfois par l'école, l'éducation nationale étant un partenaire essentiel de ce projet. Et puis l'atelier est co-animé par un binôme professionnel de santé. Et donc là, on a médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers sur la région qui ont été volontaires, et puis professionnels social et ou d'une collectivité territoriale. Et donc de très bons retours, j'allais dire au moment où je vous parle, sur cette co-animation professionnelle de santé, professionnelle sociale dans les territoires. Et donc dans les prochaines semaines, prochains mois, on fera un premier stop sur le dispositif pour l'évaluer et voir, j'allais dire, si on l'amplifie et on le généralise, puisque vous savez peut-être, j'allais dire, qu'on est dans une nouvelle version et génération des contrats de ville entre l'État et les collectivités. Et donc ça fait partie des projets typiquement qu'on peut porter via les contrats de ville pour les développer. Et puis vous citez 2 autres sujets, j'allais dire, sur ce bloc compétences métiers. On aura en 2024 la mise en place des bilans de prévention. J'allais dire, vous savez, ce fameux engagement du président de la République de développer des bilans de prévention aux 4 âges clés de la vie, où on va avoir une première étape du dispositif dans les prochaines semaines avec 4 professions de santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, si je ne m'abuse, qui va être déployé sur tout le territoire, donc avec un dispositif assez massif, soutenu par l'État, l'assurance maladie, les professionnels de santé que je viens de citer. Et l'idée est de se dire, est-ce qu'on arrive à sanctuariser des temps d'échange sur les enjeux et les principaux déterminants de santé, au-delà, j'allais dire, de la discussion que vous pouvez avoir avec un patient à l'occasion d'une délivrance, à l'occasion d'une consultation médicale, d'un geste infirmier, enfin bref, de sanctuariser ce temps d'échange. Le dispositif pilote a eu une expérimentation dans les Hauts-de-France. L'expérimentation était sur une demi-heure, j'ai presque envie de dire, on verra quand on le déploiera sur le territoire. Et donc en Normandie, mais je pense dans quasiment toutes les régions de France, on a réuni les représentants des professionnels de santé, donc à nouveau URPS et Ordre, en toute fin d'année 23, début 24, pour présenter et co-construire ce dispositif avec vous. J'allais dire, il ne vous a pas échappé que depuis la fin de l'année, on a eu quelques changements gouvernementaux et de ministres qui ont engendré quelques recalages du dispositif, mais dans les toutes prochaines semaines, on aura le déploiement de cette campagne des bilans de prévention, où le pharmacien aura une place essentielle. Et puis citer un dernier sujet où on a fait le choix de s'engager fortement en région. Et alors désolé, c'est peut-être un sujet, j'allais dire, qui est porté dans votre convention, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps de lire les dernières versions. Mais vous êtes également des professionnels bien souvent dynamiques, volontaires et engagés sur les enjeux de transition écologique du système de santé. Globalement, j'allais dire, vous savez que
la santé, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et sur le poids que représente la santé, on a 55% qui sont des sujets médicaments et 45% qui sont des sujets pratiques, organisation du système au sens large. On a fait le choix en région Normandie de bâtir une feuille de route de transition écologique du système de santé qui réunit tous les acteurs, fédérations hospitalières, médico-sociales, les ordres, les URPS, les représentants des usagers, l'assurance maladie qui est à nos côtés, et puis les collectivités territoriales, puisque elles ont la main sur un certain nombre de leviers. Et je dirais que voilà, l'idée est d'aller sur des actions très concrètes. Alors bien évidemment, j'allais dire avec les pharmaciens viendraient à l'esprit le premier sujet naturel de recyclage du médicament, mais j'ai tendance à dire c'est loin d'être le seul à travailler avec vous, puisqu'on a des enjeux d'accessibilité des concitoyens à l'officine et des modalités de transport. On va avoir des sujets de green block et d'usage des médicaments et dispositifs médicaux dans nos établissements. Donc bref, un tas de sujets qu'on prend à vos côtés. Et puis je dirais que voilà, les ARS sont le dernier kilomètre de l'évolution des compétences et du métier en déclinaison de la politique nationale qui a été discutée entre l'ordre, vos syndicats et le ministère, de comment on le met en œuvre avec vous et en musique jusqu'au bout. Et puis un dernier bloc de sujets. Alors j'avoue qu'il me tient à cœur tout particulièrement, vu les fonctions précédentes que j'ai pu occuper avant de rejoindre l'ARS Normandie, mais sur le sujet formation et attractivité du métier, j'allais dire, je reviens pas sur l'intégralité du sujet formation et de la réforme du troisième cycle. Vous savez, j'allais dire que le gouvernement est engagé depuis 2017 sur les professions de santé, sur une évolution du troisième cycle, avec un phasage progressif de l'acquisition des connaissances et compétences, et donc une phase socle, une phase d'approfondissement et une phase de consolidation qu'on essaie d'adapter et de transposer sur l'ensemble des professions de santé qui ont un troisième cycle, mais un focus sur j'allais dire le troisième cycle court pour l'officine avec deux sujets, et puis un qui va concerner plus particulièrement les ARS demain, quand on aura le dernier kilomètre de cette réforme. J'allais dire, je ne sais pas si on a des représentants de l'ANEMF avec nous, mais j'allais dire, on a beaucoup travaillé ces 3 dernières années sur les attentes sur le statut de l'interne, droit, devoir, rémunération, en lien avec les syndicats et l'ordre. Et donc j'ai compris que les discussions avec le national avançaient ces derniers temps, mais on a un sujet auquel on sera très mobilisé à vos côtés demain, qui sera l'organisation des stages, l'agrément des maîtres de stage et la répartition territoriale. Je dirais qu'on y est assez attaché à l'écho de ce que j'ai dit en premier point, puisque c'est bien souvent une boucle vertueuse de dire faut absolument qu'on ait des lieux de formation sur l'ensemble de nos territoires, dans l'ensemble des types de structures. J'allais dire, on fait souvent le débat avec les étudiants en médecine sur des petits hôpitaux de proximité dont je parlais tout à l'heure, des hôpitaux généraux, le CHU du public, du privé. Je dirais on a la même vigilance sur la pharmacie, un exercice urbain, rural, une grande pharmacie, une petite pharmacie. Bref, j'ai tendance à dire que c'est le moment où il faut qu'on arrive à faire découvrir tous les types d'exercices et puis de donner envie de venir dans tel ou tel territoire sur tel ou tel exercice. Et donc on aura, bien évidemment, les textes ne sont pas encore disponibles et ça ne sera pas un sujet 2024, mais j'espère que ça sera un sujet prochain. Une procédure d'agrément des maîtres de stage universitaires, donc des pharmaciens d'officine, sur un modèle assez proche de ce qui existe en médecine, qui est, j'allais dire, un enjeu de qualité de la formation, en disant le pharmacien est tamponné par l'université, et le directeur général de l'agence derrière prend la décision qu'il est bel et bien maître de stage. Et puis on a également le sujet de la répartition et donc de l'ouverture des postes, où là ça sera un enjeu un peu plus important, puisque dans la majorité des universités et des régions, ça se passe pas comme ça aujourd'hui, mais j'allais
j'allais dire, les ARS seront partie prenante de dire on doit veiller à cet équilibre territorial de où on envoie nos étudiants, quel dispositif d'aide et d'accompagnement, j'allais dire, sur les enjeux de transport, comment on mobilise les collectivités territoriales à nos côtés sur des enjeux d'hébergement. Donc ça sera l'un des sujets à travailler avec vous collectivement. On a un sujet sur ces enjeux formation, attractivité, qui est l'information et la communication. Et j'allais dire, je l'aborderai très peu, parce que je ne sais pas si ça a été évoqué avant moi, mais sous l'égide de l'ordre et puis avec les principaux partenaires, vous avez une campagne sur les métiers, j'allais dire, très proactive, dynamique, qui permet de faire la promotion et la découverte du métier. Et donc on a fait le choix en Normandie, c'est le cas en ARA, en PACA, plein d'ARS, hein, c'est pas une spécificité, de développer une charte partenariale autour de l'attractivité des métiers de la santé, au sens large, sanitaire, médico-social et social, hein, sur les métiers de la santé. Et l'idée est de réunir l'ensemble des acteurs qui, de près ou de loin, j'allais dire, ont un intérêt à agir sur ces sujets. Et donc en Normandie, on signera le 2 juillet cette charte pour la période 2024-2028. Et donc on va signer avec la préfecture de région, l'agence de l'assurance maladie, France Travail, la région Normandie, les 5 départements, les deux universités de Caen et de Rouen, et donc en présence des fédérations, des ordres et des URPS. Et l'idée est de se dire, on se met tous autour de la table sur 6 grands enjeux, donc les enjeux d'information, de communication, notamment, j'allais dire, envers nos lycéens et les plus jeunes sur la découverte des métiers, les cordées de la réussite, l'ensemble des dispositifs pour l'attractivité et la découverte de nos professions, les enjeux de recrutement et de fidélisation dans les établissements de santé médico-sociaux et en ville, des enjeux de qualité de vie et de conditions de travail. On aura 2 focus sur la sécurité des professionnels de santé dans la déclinaison du plan qui avait été annoncé à la fin de l'année 2023, et j'allais dire sur les pharmaciens d'officine, c'est un enjeu prégnant des agressions, j'allais dire bien souvent verbales, mais également physiques, que vous pouvez être victime au comptoir et dans vos pharmacies. Les enjeux de santé des professionnels de santé, et puis on aura un focus spécifique sur les professions médicales avec des leviers un tout petit peu différents. Donc voilà, sur un scope assez 360 et transversal, mais j'allais dire vous êtes une profession essentielle parmi les professionnels de santé, vu les missions auxquelles vous répondez, en proximité sur le territoire, et j'allais dire, voilà, malgré certaines difficultés pour maintenir le réseau et le maillage, les dispositifs que j'ai évoqués au tout début, j'allais dire au-delà de la convention que vous avez évoquée ce matin avec Thomas Fatome et votre président, et le fameux levier des territoires fragiles qu'on aura dans les prochaines semaines, prochains mois, et puis l'élargissement des compétences et du métier auxquels les ARS seront attachés et à vos côtés, j'allais dire, pour atteindre l'objectif et le dernier kilomètre de la mise en place. Donc voilà en très bref, et puis je vous propose de répondre à quelques questions. J'aurais pu, sans souci, j'allais dire, parler dans les dispositifs régionaux de la cellule des coordinations des soins non programmés qui est hébergée dans le Calvados à Caen et portée par l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie. Et donc ça fait partie, j'allais dire, des spécificités normandes, quand je vous parlais tout à l'heure de la charte régionale d'accès aux soins avec les fameux COD dans la palette des réponses. On a cette chance, j'allais dire, en Normandie, d'avoir cet esprit un peu start-up sur la cellule de coordination des soins non programmés qui permet
un soutien à l'ingénierie qui permet, on a parlé juste avant de télémédecine, une réponse et une mutualisation des expertises sur la télémédecine et qui est un partenaire essentiel. Tout à fait. Pour la question sur les territoires fragiles, alors j'allais vous dire, je prends quelques pincettes sur ma réponse puisque le décret a été transmis à vos représentants, donc je crois hier soir, va avoir un processus de consultation nationale avant l'adoption et puis d'être publié au journal officiel. Mais l'idée est bien celle-là. Hein. J'allais dire qu'on se retrouve autour de la table, agence régionale de santé, assurance maladie, les ordres régionaux et départementaux, URPS, syndicats, pour la présentation de la cartographie et puis discuter des variables d'ajustement qui sont à la main des régions et donc de ce qu'on peut bouger pour tenir compte des spécificités locales. Et puis une fois, j'allais dire qu'on a arrêté notre cartographie, de la mettre en concertation. Et donc là, ça sera le processus habituel, hein, concertation par tous les conseils territoriaux de santé, la conférence régionale de solidarité et de l'autonomie, et puis le directeur général de l'agence prend l'arrêté de décision finale du zonage et qui rendra éligible à l'aide. Les ARS peuvent-elles accompagner financièrement la mise en place de missions non conventionnelles? Alors, j'ai tendance à vous dire oui, et je fais le lien avec la question d'avant, puisque on aura ce qui a été négocié nationalement sur les territoires fragiles, donc cartographie et puis mobilisation du FIR, qui est notre fonds d'intervention régional, pour soutenir les officines, mais ensuite les agences régionales de santé sont totalement libres, j'allais dire, pour aller au-delà et pour avoir des dispositifs d'aide et d'accompagnement régionaux. Hein. On le fait aujourd'hui sur d'autres professions. Je vais reprendre l'exemple des médecins, mais j'allais dire, vous connaissez le zonage médecin avec les ZIP et les ZAC, hein, les zones d'intervention prioritaire et les zones d'action complémentaires. Plusieurs ARS ont un troisième zonage qui a des noms variables. J'allais dire, vous pouvez avoir du ZIP-ZAC, du zonage FIR, du zonage ARS. Bref, on parle de la même chose. J'allais dire, c'est un zonage à la main de l'agence, totalement sur le fonds d'intervention régional. Et donc, il y a cette possibilité. Et puis, sur les missions non conventionnelles, je reprends mon exemple du projet Réflexe Santé en Normandie, j'allais dire, voilà, on a cette possibilité de soutenir des dynamiques de projet, les ateliers dans les villes que j'ai détaillés, qui font intervenir des professionnels de santé et des professionnels sociaux, on rémunère les professionnels de santé qui interviennent sur ces ateliers, sur le fonds d'intervention régional de l'agence, là je dirais en choix propre qui nous appartient en fonction des priorités que s'est fixé chaque agence régionale de santé en concertation avec les professionnels. Comment voyez-vous l'articulation utile entre CPTS, MSP et pharmaciens? Alors j'allais vous dire, vaste question sur l'organisation et l'articulation du système de santé. Pour nous, les communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé, je dirais qu'elles ont un rôle essentiel sur la coordination entre professionnels et la dynamique de projet. Et bien souvent, en région, c'est notre interlocuteur pour ça. Hein, je dirais, on ne peut pas s'adresser à chaque professionnel de santé individuellement, vu le nombre que vous êtes pour faire la promotion de tel appel à projet, de tel appel à manifestation d'intérêt, de susciter un projet, j'allais dire, qui viendrait du terrain et des professionnels pour remonter. Et donc, la CPTS est cette maille essentielle sur le territoire pour s'organiser entre professionnels, pour développer des protocoles de coopération, par exemple, pour avoir de l'aide dynamique de projet sur de la prévention, promotion de la santé et de co-construction. Je dirais qu'à côté, on a les MSP, alors avec une particularité
normande, j'allais dire, pour les Normands qui sont dans l'assistance, puisqu'ici, les MSP prennent le doux nom de PSLA, donc des pôles de santé libéraux ambulatoires, mais on parle exactement de la même chose. Et donc, les PSLA, j'allais dire, voilà, sont une structure plus petite où on fait du soin. Il y a de la coordination entre professionnels, bien évidemment, mais le PSLA a une réalité géographique, territoriale, et où on fait du soin à l'usager, ce qui n'est pas la mission de la CPTS. Et bien souvent, je ne dis pas dans 100% des cas en région, parce que je n'ai pas le chiffre, mais j'allais dire bien souvent, vous faites partie des professionnels, le pharmacien d'officine, qui sont les plus engagés sur ce type de projet pour soutenir l'exercice coordonné dans les territoires. Peut-on envisager des protocoles ARS pharmaciens sans passer par les CPTS? J'ai presque envie de vous dire, enfin oui, on a des protocoles de coopération dans la région qui peuvent être à l'échelle d'une MSP, d'un PSLA. Je reconnais que pour nous, Agence régionale de santé, l'idée est, une fois que ce protocole a été à l'initiative de professionnels locaux, a été testé, marche, démontre un intérêt pour favoriser l'accès aux soins et la réponse à nos concitoyens, on va être tenté de le promouvoir à l'échelle de la CPTS pour embarquer plus de professionnels, toucher plus de concitoyens et j'allais dire avoir une réponse et une force de frappe plus importante. Mais pour le coup, les deux ne sont pas du tout antagonistes, ça peut être tout à fait complémentaire. On a fait le tour des questions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup encore pour l'invitation et puis pour le dynamisme porté par la profession. Un grand merci. Un grand merci, Sébastien, d'être venu jusqu'à Deauville aujourd'hui. Nous allons maintenant faire une pause et je vous donne rendez-vous à 16h15 pour la dernière table ronde de la journée qui se promet d'être un petit peu polémique entre les pour, les contre sur l'intérêt d'intégrer une CPTS. Donc, je vous donne rendez-vous ici à 16h30. Bonne pause.